11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Un bilan fertilité à 20 ans, c'est l'une des propositions d'Emmanuel Macron dans un plan pour relancer la natalité. La France a enregistré l'année dernière le plus faible nombre de naissances depuis 1946. Avez-vous eu ou avez-vous en ce moment des difficultés pour avoir un enfant ? Environ 3 millions de personnes seraient affectées par l'infertilité. Un couple sur 4 en désir d'enfant ne parvient pas à obtenir une grossesse après 12 mois ou plus d'essais. Tenez-vous compte de ces statistiques et venez raconter votre parcours du combattant. Avez-vous découvert tardivement une infertilité ? Je vous propose, avant d'écouter Bénédicte qui est avec nous, qui est chef de projet, je vous propose d'écouter René Friedman, qui est gynécologue et père du premier bébé éprouvette. Il est interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. La baisse de la fertilité, elle est tout simplement reliée au désir tardif d'avoir un enfant. Alors, il faut réfléchir sur les conditions de travail et de maternité ou de paternité ou de parentalité. C'est je crois, la clé du futur. Les femmes, c'est à partir de 37-38 ans, il y a vraiment une baisse notable. Après, je dirais, c'est encore passé 40 ans, ça devient difficile. Ça ne veut pas dire que ça peut pas exister. Tout le monde connaît autour de soi des jeunes femmes de 40 ans. Il y en a d'ailleurs de plus en plus qui sont enceintes parce qu'elles désirent plus tardivement leur enfant. Plus une étude sur ce qui peut créer, je pense aux polluants, je pense aux produits chimiques, je pense au tabac, je pense aux drogues diverses et variées, de faire savoir que cela influe sur la qualité de la formation des gamètes. Et puis, comment explique-t-on la baisse de la fertilité ? Il le disait à l'instant, mais ce bilan de la fertilité, est-ce qu'il peut être mis en place ? Le bilan de fertilité, je suis pas sûr qu'il faille le faire si tôt, parce que c'est pas vraiment la préoccupation. Par contre, une information que de l'assurance maladie, de toutes les personnes vivant sur le sol français, étant informées que l'horloge biologique est redoutable, c'est-à-dire qu'elle va toujours dans le même sens, et après 35 ans, il y a une baisse de la fertilité, me semble vraiment indispensable. S'il y a une demande, oui, on peut prendre en charge un bilan de fertilité. Mais il faut savoir que les bilans de fertilité ne sont pas absolus. C'est pas la baguette magique qui va déterminer oui, non. Et puis on va faire un programme à tous les garçons de 20 ans. Bilan de fertilité donc à 20 ans, c'est l'une des propositions d'Emmanuel Macron. Il a donné une longue interview au journal Elle. Il parle également d'une mission parlementaire pour la ménopause. Et on en parlera peut-être demain parce que ça peut surprendre. Mais c'est vrai que le président de la République est très présent sur les sujets sociétaux. On l'a vu avec l'IVG. On le voit dans cette interview à Elle. L'IVG qui est entré dans la Constitution. Le devoir, évidemment, de visite des pères, dont on a parlé hier. Et là, on le retrouve avec ce sujet de la fertilité. Nous sommes avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Oui, bonjour. Vous êtes chef de projet. Et je suis surtout vice-présidente de l'association Maman Solo. Maman Solo. Qui a choisi de faire un enfant seul par PMA. Donc, quel est votre sentiment sur l'initiative du président Macron ? Alors, par rapport au bilan de fertilité, je ne suis pas sûre, comme le dit le docteur Friedman, que ce soit une bonne chose de le faire à 20 ans, car le bilan de fertilité est un instant T et ça ne présage absolument pas de la fertilité ou de l'état de fertilité d'une femme lorsqu'elle voudra faire un enfant à 35 ans, par exemple. Il faut effectivement plutôt comprendre ce qui fait que les personnes aujourd'hui ne veulent plus, pourquoi les personnes ne veulent plus faire d'enfants. Et ça n'a pas lieu uniquement, c'est pas forcément lié uniquement à la fertilité. C'est aussi les conditions générales qui ne sont pas propices à vouloir faire un enfant. Beaucoup de jeunes de 30 ans, par exemple, ne veulent pas faire d'enfants dans les conditions écologiques actuelles, par exemple dans les conditions économiques actuelles non plus, parce que faire un enfant coûte extrêmement cher. J'entends ce que vous dites, mais c'est des réflexions philosophiques très profondes. Si vous réfléchissez à mettre un enfant sur Terre, je pense qu'il y a plus de raisons de ne pas mettre des enfants sur Terre que d'avoir des enfants. Tout à fait. Mais ça, c'était vrai il y a 30 ans. Déjà, je vous assure, souvent, à toutes les époques, mettre des enfants sur la Terre
Les enfants qui sont nés en 40, en 41, en 42, en 43, vous imaginez à ce moment de la guerre comment ça pouvait être difficile. J'ai le sentiment... Il n'y avait pas le moyen de contrôler ses grossesses et notamment le fait de ne pas avoir d'enfants. Donc cette discussion est un peu différente. Là, dans tous les cas, pour le bilan de fertilité à 20 ans, pour moi, n'a pas lieu d'être. Il devrait avoir lieu... Non, mais j'entends, mais là, on était passé sur un autre sujet. Vous disiez, pour des raisons écologiques, beaucoup de jeunes femmes ne veulent pas avoir des enfants. Bon, il est possible que vous ayez raison. Moi, j'ai une autre analyse, parce que je l'entends très souvent. Je pense qu'un enfant, c'est une contrainte, et que il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui n'ont plus envie de s'ennuyer avec un enfant. Elles savent que la charge mentale repose bien souvent plus sur elles que sur l'homme, parce que c'est comme ça, hélas, que culturellement les choses n'ont pas encore assez rapidement changé, et j'entends des jeunes femmes qui disent moi j'ai envie de bien vivre, j'ai pas forcément d'ailleurs envie de me marier non plus ou d'être en couple, parce que j'ai envie entre guillemets de penser à moi. Et je ne leur en fais pas le reproche. C'est-à-dire qu'elles travaillent, elles ont des amis, elles sortent, elles ont pourquoi pas des aventures multiples. Et un enfant, dans ces conditions, peut être considéré comme une contrainte. Et c'est pas forcément les raisons économiques ou écologiques, cher Bénédicte. Il y a des conditions économiques. Moi, au sein de l'association, on a beaucoup de femmes qui ont fait des enfants tard. Pourquoi ? Parce qu'avant de pouvoir faire un enfant, elles voulaient être assurées économiquement de pouvoir élever leur enfant. Faire un enfant dans des conditions économiques extrêmement difficiles, quand vous avez du mal à joindre les deux bouts, en touchant le SMIC ou même en touchant un salaire au-delà du SMIC, et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir manger seul à la fin du mois, faire un enfant dans ces conditions-là, c'est pas les meilleures conditions. Mais vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, déjà, on change la manière de taxer les choses, etc. Mais ça, c'est un débat qui est différent de celui dont on voulait discuter à l'heure actuelle. Merci en tout cas Bénédicte de ce point de vue. Il est 11h43 et c'est vrai que faire des enfants, faut être parfois un peu fou pour les faire, mais que de satisfaction en même temps. Bien sûr, qu'est-ce qui restera de nous, sinon précisément nos enfants, Monsieur Fabrice Lafitte ? Justement, rien d'autre. Oui. Ce qu'on a fait peut-être dans la vie, Des non ? souvenirs. Attendez. Alors si t'es Mozart, oui, mais si t'es journaliste, tu crois qu'il va rester grand-chose de nos vies ? Vous pensez qu'on dans 20 ans ou 2 ans après notre mort, pensez que les gens écouteront cette émission lorsqu'on sera mort, en disant tiens, on va se réécouter ce qu'ils ont dit le 9 mai 2024 ? Non, mais il y a des journalistes qui ont marqué quand même l'histoire, parce qu'elle est dure là. Mais il y a des journalistes qui ont marqué l'histoire avec un style, avec etc. Oui, ils sont peut-être dans l'esprit de certains. Mais convenez qu'il y a très peu de gens qui restent. Il y a les artistes, il y a les écrivains, il y a les musiciens peut-être, mais les journalistes passent. Je trouve un petit peu dur, mais bon. Allez. Il est 11h44. À tout de suite. Et avant la pause sur Europe 1, je vous rappelle que cet après-midi, de 14h à 15h, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat, qui de lundi au dimanche vous raconte les histoires qui ont marqué les Français. Et Christophe Ondelat nous racontera cet après-midi l'histoire de Marin Fénérou, un jeune pharmacien qui, au 19e siècle, a voulu se venger de l'amant de sa femme en le tuant avec son épouse. Vous voulez en savoir plus sur l'histoire ? Eh bien, rendez-vous tout à l'heure, 14h-15h, Ondelat raconte sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Et le bilan de fertilité, il concerne et les hommes et les femmes. Oui. Et pour les hommes, c'est quand même extrêmement intéressant. Ça s'appelle le spermocytogramme. Spermocytogramme. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça permet de savoir si vos spermatozoïdes sont normaux. Et par exemple, je regardais sur Internet, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui avait posté son spermotystogramme et il avait découvert lui-même que 97% de ses spermatozoïdes étaient atypiques. Donc, dans atypique, c'est-à-dire, pardon. Qui n'était pas normal, qui n'avait pas les critères normaux. Ils avaient des anomalies. Ils avaient des anomalies. Atypique, ça veut dire qu'ils ils sont pas normaux, c'est pas le spermatozoïde. Donc, avant de se lancer, pourquoi pas dans une FIV, dans des choses comme ça, si tu as diagnostiqué, si tu ne sais pas que ton spermatozoïde ne répond pas aux critères normaux, tu ne peux pas enfanter.
Donc ça ne sert à rien de faire FIV, etc. Je ne sais pas si vous avez fait dans votre vie, cher Olivier Guénec, un spermitogramme. Non, jamais. Non. Et je pense que... Et vous évidemment que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais avant de se lancer dans une FIV ou dans une insémination, c'est les examens obligatoires. C'est un spermocytogramme, je l'ai mal dit. Un spermocytogramme. Donc ça, c'est très intéressant. Personne ne sait évidemment, ou très peu de gens savent, si leurs spermatozoïdes répondent aux critères normaux pour ovuler. Bien sûr. Et au-delà des anomalies, vous pouvez savoir exactement, environ le nombre de spermatozoïdes que vous avez aussi. Et alors, il y a combien de spermatozoïdes? C'est des millions, ça peut 200 millions, 300 millions. Ce qui d'ailleurs. Des fois, certains n'ont rien. Ils n'ont pas de spermatozoïdes du tout? Non, voilà. Donc, ça c'est tendu, effectivement. Donc il y a le liquide, mais il n'y a pas de spermatozoïdes. Mais c'est vrai que, convenez que, et nous sommes tous là en train d'en parler, mais c'est l'aventure de la vie. Le spermatozoïde que vous fûtes, cher Olivier Guénec. Oui, je suis arrivé premier, oui. Voilà. C'est ça, on a gagné la course. C'est la seule fois de votre vie, peut-être, mais bon, c'est une victoire. Non, mais la vie, évidemment que c'est vertigineux d'ailleurs, ces questions-là. Et elles nous font toujours même sourire. On est avec Marine. Bonjour Marine, vous avez 25 ans, vous êtes juriste. Vous vouliez intervenir sur la proposition du président Macron, un bilan de fertilité à 20 ans pour tout le monde. Bonjour, oui, je voulais intervenir sur ce sujet parce que je ne sais pas si cette mesure-là devrait être la seule à être mise en avant pour relancer la natalité. Je me souviens que le président Emmanuel Macron, au mois de janvier, il avait évoqué la nécessité de mettre en place un plan de natalité pour réarmer démographiquement le pays. Mais je pense qu'il ne faut pas se cantonner aux seuls problèmes de fertilité qui peuvent toucher la population, mais qu'il y a peut-être d'autres facteurs à prendre en compte qui peuvent justement expliquer une baisse de la natalité en France. Par exemple, vous avez 25 ans, Marine. Oui. Est-ce que vous projetez d'avoir des enfants? Là, actuellement, je vous avoue que je sais pas trop. Je pense que ce serait une décision que je prendrais lorsque je serai en couple avec la bonne personne et que c'est un sujet de toute manière qui se discute en couple. Mais je vous avoue que je m'interroge par rapport au contexte économique, environnemental. Quand je discute autour de moi, je me rends compte qu'on est plusieurs, surtout des femmes, à avoir des incertitudes par rapport à l'avenir. Il y a également de nombreux problèmes pour faire garder son enfant, même si j'ai bien entendu que Emmanuel Macron voulait faire une refonte du congé parental. Il présente ça comme étant une amélioration et un progrès social, sauf que quand on creuse et qu'on compare sa proposition avec le congé parental actuel, c'est pas du tout un progrès social, parce que le congé parental, sa durée va être diminuée, il va passer de 1 an à maximum 6 mois. Vous parlez du congé parental pour qui? Pour les femmes? Pour les femmes et les parents, oui. Mais pourquoi vous dites qu'il va passer de 1 an à 6 mois? Parce qu'il a justement indiqué que il voulait que le congé parental dure 3 mois pour les pères et 3 mois pour les mères. Ça sera cumulable pendant la première année de vie de l'enfant et il suggère qu'il soit rémunéré à 50% du salaire. Sauf qu'actuellement, un congé parental, c'est 1 an renouvelable 2 ans. Et on peut prendre le congé parental à temps partiel, sauf que dans la proposition d'Emmanuel Macron, apparemment, ça n'existera plus. Et je trouve que c'est assez culotté de faire passer ça pour un progrès social. Et il renvoie en fait une amélioration de ce qu'il propose aux entreprises et aux conventions de branche. Donc il va baisser en fait ce qui se fait au niveau légal et au niveau du code du travail. Et il part du principe que ça sera au privé d'être mieux disant. Bon, faut vérifier ça, mais bon, ce qui est sûr... je suis juriste, je l'ai lu, je peux vous le garantir. Le droit du travail, vous m'étonnez un peu sur de passer d'1 an à 6 mois, mais c'est pour ça que alors je vous fais confiance. Mais vous m'étonnez d'1 an, il n'y avait pas de congé parental d'1 an, de toute façon. Le congé parental classique, c'est après le congé maternité ou après le congé paternité. Oui. C'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est 1 an. Renouvelable 2 fois et après il y a des cas particuliers si vous avez des grossesses multiples. Mais le congé de maternité, donc là vous êtes payé, il dure combien de temps ce congé de maternité? 4 mois?
Et donc là, vous êtes payé intégralement, nous sommes d'accord. Mais congé parental, si vous voulez prendre un congé parental, je suis pas sûr que ce soit à la société de payer le congé parental. Enfin, il y a un moment, les finances publiques ne sont pas faites forcément pour payer ce type de prestations. Il me semble, Marine. Il me semble. Le congé parental, actuellement, il n'est pas rémunéré, mais vous pouvez quand même avoir des aides de l'État. Mais comment vous voulez relancer la natalité et inciter les gens à avoir des enfants si vous les aidez pas et que leur contrat de travail c'est un bon argument. Et qu'ils ne sont pas rémunérés. Ça, c'est un bon argument. On peut pas dire aux gens, faites des enfants, mais en attendant, vous n'avez pas de moyens pour vivre et éduquer correctement votre enfant. Mais pour revenir à ce qui concerne le check-up fertilité, je me demande si ça va pas créer aussi des angoisses dans une partie de la population, parce qu'il faudra quand même qu'il y ait un accompagnement médical et psychologique qui soit assuré. J'ai vu un reportage il y a quelques jours qui a été fait sur la chaîne Teva, qui justement parlait des parcours de PMA. Et il y a une femme qui m'a énormément émue, qui a indiqué qu'elle avait eu des difficultés pour avoir un enfant. Et elle expliquait à quel point le parcours PMA avait détruit sa sexualité et eu des conséquences sur son couple. Elle indiquait que pour faire des examens pour étudier sa fertilité, il fallait qu'elle ait des rapports sexuels à échéance régulière juste avant son cycle. Il fallait qu'elle ait un rapport sexuel 4 heures avant de faire l'examen médical. Et elle expliquait qu'il n'y avait pas forcément l'accompagnement nécessaire de la part des professionnels de santé pour prendre en charge les couples, pour leur expliquer les choses et pour leur permettre de s'exprimer. Donc peut-être que c'est bien de mettre en avant ces mesures pour permettre à la jeunesse notamment d'anticiper, de congeler ses ovocytes. Mais je pense qu'il faut que oui, ça s'accompagne de mesures fortes. Et actuellement, la vitrification ovarienne est ouverte aux femmes de 29 à 37 ans. Donc si Emmanuel Macron souhaite mettre en place un plan fertilité ouvert aux jeunes femmes à partir de 20 ans notamment, il faudra peut-être revoir justement les conditions d'accès à la congélation des ovocytes, sachant qu'on peut utiliser des ovocytes congelés jusqu'à 45 ans. Donc je pense qu'il faut peut-être revoir tout le système et peut-être aussi augmenter le nombre de places dans la spécialité gynécologie actuellement pour les étudiants en médecine. Je vois en tout cas que vous avez beaucoup d'idées pour relancer tout ça et pour changer tout ça. Alors c'est vrai que ce que vous avez dit en revanche, qui est, sur lequel on peut se partager votre avis, c'est que quand il n'y a plus de crèches, quand il y a une difficulté pour faire garder les enfants, ça peut freiner la volonté d'avoir ces enfants. Marine, je vous remercie grandement de cette intervention. Vous avez 25 ans, donc vous êtes encore jeune et vous avez le temps de penser à avoir des enfants, mais je remarque quand même de notre échange que spontanément, lorsque je vous ai dit est-ce que vous aimeriez avoir des enfants, vous n'avez pas dit spontanément sans doute ce qu'une femme aurait dit il y a 30 ou 40 ans de cela, bah oui, j'ai envie d'avoir des enfants. Vous vous posez la question. Alors après, je ne sais pas la réponse que vous donnerez à cette question, mais elle était intéressante, votre réaction. Merci beaucoup Marine. Merci, au revoir. Merci, il est 11h56. Je déteste cette musique. Ah non, je la déteste. C'est une musique. Vous savez combien on a de spermatozoïdes a priori en place, si j'ose dire. En place, c'est-à-dire en place, là où il faut qu'il soit. Bien sûr. Non, dites-moi. Allez, je dirais 300 millions. Eh ben exactement, à peu près 227 millions de spermatozoïdes. C'est énorme. 227 millions de spermatozoïdes qui sont là en train de s'agiter. S'il vous plaît. On n'est pas tout seul, hein. Non mais je veux dire. C'est vrai que ça fait beaucoup entre le studio et la régie. Là, on est en train de compter par le nombre d'hommes, ça fait beaucoup, hein. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci Fabrice. De rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je peux lire le petit sondage qu'il y a sur Twitter ? Bien sûr. Parce que sur Twitter d'Europe 1, maintenant, les réseaux sociaux mettent des sondages. Donc ça, par exemple, un bilan fertilité à 20 ans, bonne ou mauvaise idée ? Eh bien, mauvaise idée à 79%. Voilà, les auditeurs ont voté. C'est trop tôt peut-être. Oui, c'est trop tôt. 20 ans, c'est trop tôt. C'est pas le moment. Puis un gamin à 20 ans ne peut pas encore réfléchir s'il peut avoir un enfant plus tard ou pas. Enfin, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a dit dans nos échanges. C'est-à-dire que ce n'est qu'une photographie à un moment T. Si ce bilan était le même. Changer,
Voilà, il peut changer. Bien donc, sûr, ça peut changer tout à fait. Apparemment, le téléphone portable, Exactement. ça oui, cause c'est des pas petits bon. soucis quand on les met dans les poches, etc. Ça Ça chauffe. influe sur la qualité des spermatozoïdes. Vous saviez ça? Oui, les enfants naissent avec, avec un numéro Mais non, de ça téléphone sur le front. Je peux plus rien dire. Je vous jure, Non, ils naissent avec un numéro, ça influe complètement. J'en passerai un autre jour. Je vous jure, C'est pas. Oui, d'accord. Ou ils naissent tout orange. Oui, bon. Il est 11h58. À tout de suite. Raconte n'importe quoi. Vous pouvez réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 et vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Un bilan fertilité à 20 ans, c'est l'une des propositions d'Emmanuel Macron dans un plan pour relancer la natalité. Nous avons dévié parfois sur faut-il ou pas avoir des enfants et on s'intéresse à ce que pense la jeune génération. On était tout à l'heure avec Marine. Bénédicte et Marine. Et Marine qui nous disait ses craintes, ses doutes à l'idée d'avoir un enfant. Elle ne savait pas encore si elle voulait avoir un enfant. Et là, on est avec Baudouin qui habite... qui est en Rhône-Alpes. Qui a 29 ans. Il a 29 ans, Baudouin. Bonjour. Oui, bonjour Pascal Pro. Bonjour. Est-ce que vous avez fait par exemple un bilan de votre fertilité? Alors j'ai fait un bilan, à ciel ouvert, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire un bilan. J'ai eu un enfant sans trop essayer, sans trop peiner. Donc pour le coup, j'ai été assuré assez sans rapidement. trop essayer, on ne sait pas ce que ça veut dire quand même. C'est pas par hasard que vous avez fait un enfant. Non, je voulais dire sans trop de difficulté, pour ne pas dire aucune. Donc pour le coup là-dessus, moi j'ai eu de la chance et même le deuxième arrive très vite. Donc là-dessus j'ai eu beaucoup de chance, oui. Vous êtes marié? C'est ça. Bon, vous êtes marié depuis combien de temps? Depuis 4 ans. 4 ans. Et vous avez déjà donc un enfant, un garçon, une fille? C'est un petit garçon, il a 2 ans et une petite fille qui arrive là début juin. Mais c'est génial. Elle arrive quand la petite fille? Fin mai, on pense. En plus le choix du roi. Un garçon, une fille. Exactement, ouais. Un garçon, une fille. Le choix du roi, c'est formidable. Et comment s'appelle le garçon? Je sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais bon, on peut le dire. Non, je vais peut-être pas le dire à l'antenne, mais. Mais pourquoi? C'est un prénom particulier? Non, bon, on va dire qu'il s'appelle Jacques. Jacques, oui, non mais c'est bien, Jacques, c'est moderne. Donc, et sa sœur s'appellera Françoise, non? Il va faire des bons pronos de foot, Jacques. Vous avez choisi quoi comme prénom pour la sœur? C'est amusant que vous disiez Françoise parce que mon grand-père s'appelait Jacques et son épouse s'appelait Françoise. Bah oui, c'est les prénoms de. Mais je me suis dit que si vous aviez appelé votre fils Jacques, c'est parce que dans votre famille, soit votre père, soit votre grand-père s'appelait Jacques. Ce qui est d'abord un très joli prénom, Jacques, qui revient à la mode, la preuve. Et effectivement, il y a toujours une filiation, parfois un clin d'œil aux ancêtres. Oui, exactement. Dans les familles. Ouais. Donc vous avez choisi le prénom de la petite fille, mais peut-être par superstition. Vous ne le dites pas. Alors, non, on n'est pas encore fixé sur le prénom de la petite fille. Bon. Hélas. Bon, et vous travaillez évidemment, Baudouin. Pourquoi vous dites hélas d'abord? Pourquoi vous dites hélas? Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Ouais, c'est ça, c'est parce qu'on a quelques pistes, mais il faut qu'on se décide. Et alors, quelles sont les pistes? C'est ça qu'on se prend beaucoup la tête sur le prénom. Oui, mais c'est une jolie manière de se prendre la tête, si vous me permettez de réfléchir au prénom qu'on va donner à son enfant. Et là, quels sont les prénoms qui sont en lice? Les prénoms qui sont en lice, alors on a pourquoi pas Francesca. Ah, c'est joli. On a également Pia. Pia, c'est joli, Pia. Oui. Pia, c'est joli. Ouais. Oui. Donc ça a consonance italienne, mais voilà. Moi, je trouve Pia, que c'est pas mal. Ma femme va me tuer en rentrant, mais c'est pas grave, parce que j'ai révélé les pistes. Alors, d'abord, elle travaille, votre épouse? Oui, tout à fait. Alors là, avec la grossesse et le petit, elle est indépendante, donc elle peut gérer son emploi du temps librement, mais oui, c'est ça. Et vous aussi, vous travaillez peut-être? Oui, exactement. Bon, vous travaillez. Est-ce que vous êtes un mari aidant? Alors, je suis un mari aidant et surtout, je pense qu'il faut se dégager du temps. Et c'est vrai que quand on a du boulot très très prenant, malheureusement, soit quand on rentre, il faut vraiment il faut rattaquer les tâches
décourante pour soutenir sa femme ou son conjoint qui lui est un peu plus à la maison. Donc ça implique forcément aussi de faire des choix et en fait je pense que le choix il est au cœur de cette problématique des enfants, celle de l'engagement, de choisir de s'engager à un moment donné, parce que les enfants viennent souvent dans un contexte où les parents se sont promis quand même plus ou moins de rester ensemble. Forcément, si on navigue à vue, on va pas forcément donner la vie à des enfants avec tout ce que ça implique. Donc en effet, tout ça pour dire qu'il faut pouvoir quand même, surtout pendant les premières années de notre enfant, et moi je le constate très vite, leur consacrer du temps. Je pense que plus tard on peut se remettre à bosser comme un fou, mais les premières années, qui sont d'ailleurs une source de joie incroyable, hein. Mon fils a 2 ans, c'est exceptionnel, tout l'amour qu'il renvoie, hein, au-delà de moi ce que je peux lui donner, tout l'amour qu'il va nous renvoyer. Donc vraiment pour les jeunes parents, si je peux les inciter à passer un max de temps avec eux les premières années, parce que c'est là où ils ont le plus besoin de nous, de leurs parents. Et c'est vrai que souvent la première réflexion qu'on se fait à la naissance d'un enfant, c'est quelle garde, quelle crèche, parce que c'est difficile, donc c'est un stress. Mais n'hésitez pas, à faire, à baisser le régime pour leur consacrer ces premières années, parce que on dit souvent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais moi, pour ce que je donne à mon enfant, j'ai l'impression d'en recevoir encore plus, parce que son sourire, sa joie, son évolution, les petits mots qui arrivent, les petits réflexes, son petit caractère, ce qui prend de chacun de nous, de ma femme et moi, ça c'est très amusant. Non mais également. vous en parlez bien, et je trouve qu'il a surtout beaucoup de chance, votre garçon, d'avoir des parents comme vous, parce que vous en occupez, vous l'aimez manifestement, et c'est même beau la manière dont vous parlez de cela. Forcément, 2 enfants à 29 ans, c'est une contrainte, hein, bien sûr. C'est beaucoup de joie, mais c'est aussi une contrainte. C'est une vie qui a changé. Vous sortez sans doute moins, évidemment, et c'est une autre vie qui s'est mise en place. C'est pour ça que parfois, les uns et les autres hésitent à faire des enfants. D'abord, j'ai l'impression que vous jouissez d'un contexte économique favorable. Si je oui, devine. Oui, alors on n'a pas moi je viens d'une famille assez nombreuse, donc j'ai pas des attentes très fortes, et je sais que j'essaie plutôt de mettre de côté pour accéder à la propriété, parce que c'est quand même une grande sécurité. Donc oui, forcément, alors les contraintes, oui, ça va faire qu'on peut pas sortir comme ça d'un moment à l'autre. Il faut s'organiser, il faut organiser une garde. Quand on habite pas loin de ses beaux-parents ou de ses grands-parents ou de ses parents, c'est quand même un gros avantage de les avoir sur place. Moi, c'est moins mon cas, mais je sais que beaucoup de parents ont ça. Donc finalement, les contraintes, en fait, oui, pour les sorties, pour les voyages, etc., il faut s'organiser. Mais finalement, moi, je suis sorti beaucoup et fort quand j'avais entre 16 et 22 ans. Donc j'ai bien vécu tout ça, et là j'ai envie de profiter de mon temps peut-être autrement, et donc c'est vrai que je vais être moins, je suis moins à la recherche d'aller boire des coups avec mes copains. Ben oui, mais c'est normal, c'est la vie qui passe, parce que vous l'avez beaucoup fait. Chaque chose a un âge. En son temps, comme on dit. Mais voilà, c'est parce que. Et j'y renonce pas, ça m'arrive encore de boire des coups sans problème. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est faire les choses au moment où on doit les faire. Ceux qui ne les ont pas fait, après, peuvent avoir une frustration. Celui qui est jamais sorti entre 18 et 25 ans. Il se rattrape plus tard. Mais ça peut arriver, effectivement, et c'est pas bon. Parce que soit il bossait beaucoup, il était étudiant, etc. Et puis à un moment, à 40 ans, ça explose. Il y a ça, parfois, celui qui est pas sorti suffisamment, peut-être même avec les filles, entre 15 et 25 ans, peut-être que lorsqu'arrive 45 ans, il a le démon de midi et il veut retrouver une jeunesse perdue. Mais celui qui traditionnellement a fait ce qu'il fallait faire à cet âge-là, il est peut-être plus calmé et qu'il a envie davantage de stabilité. Je dis ça à grands traits. Pourquoi vous faites comme ça là? Ah non, mais attendez, vous me dites, moi je coupe mon micro. Mais non, mais parce que je m'identifie à cette situation, voilà, c'est tout. C'est-à-dire j'espère que à 45 ans, je ne serai pas comme ça, voilà, c'est tout. C'est sûr que je me souviens lorsque précisément, moi je sortais pas mal quand j'avais 25 ans. Quand tu voyais quelqu'un de 60 ans dans une boîte de nuit, tu trouvais ça un peu pathétique. Je trouve que c'est pas, mais si, c'est pas sa place d'aller danser comme ça avec des filles de 22 ans quand on a 60. Bon, chacun sa place. Vous pourriez pas aller en boîte là? Je trouve ça un peu. Je pense pas que ce soit ma place. Maintenant, c'est un peu idiot, peut-être ce que je dis, peut-être. Vous seriez bien à écouter du Jul en boîte, vous verrez bien. Il y a déjà Monsieur Fabrice là qui est en train
train de danser tout seul. Oui, je danse parce que après ça dépend de l'âge. Je danse le Mia. Absolument. Voilà. Bon. Et j'ai une petite chanson que vous avez vu en boîte. Je danse le Mia. Mais on a perdu. Qui m'a repris vos fiches? Mais non, pas mes fiches, mais mes mots croisés, mes mots fléchés. C'est Florian qui il est venu les reprendre. Oui, sa chemise de Charles Ingalls, il est venu reprendre. Absolument. Mais pourquoi vous êtes venu reprendre mes Je sentais que ça vous perturbait. Oh non, mais franchement, mais faites quelque chose, hein. Calmez-le. Bon, Florian Carasson d'autorité là. Bon, en tout cas, il travaille. C'est déjà ça, 9 mai, 12h15. On marque une. Merci, Baudouin. Eh ben, merci à vous, Pascal. Baudouin, et puis embrassez le petit Jacques. Ouais, très bien. Et bah, à vos auditeurs, n'ayez pas peur de l'avenir. Il y a toujours un peu d'espoir et vos enfants vous apporteront beaucoup de joie, beaucoup de réconfort aussi. Nous avons bien compris. Je crois que Albert de Monaco a un enfant qui s'appelle Jacques également. Il me semble. Mais je trouve ça stylé, moi, les anciens prénoms. Mais c'est joli, Jacques. Mais c'est super, Jacques. C'est le prénom de papa. Jacques a dit. Oui. Jacques a dit, levez la main. Hop, levez la main. Jacques a dit, baissez les bras. Hop, tu baisses les bras. Est-ce qu'on pourrait avoir Jacques Vendroux, justement, cher Jacques? Oui. On va l'appeler. Il arrive bientôt. Ah, et il est dans la maison, Jacques? Non, mais on va l'appeler. Dans une ville qu'on appelle Bergame. Je suis femme et quand on est femme. Voilà, c'est à vous savez qu'on est diffusé les deux. Beaux bijoux, j'adore. des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Nous sommes des nouveaux pittoresques là-haut. Mais quand on n'est pas, je suis pas hyper convaincu. Nous serons à Noirmoutier le 17 juillet, à Saint-Brévin le 18 juillet. Nous serons à Saint-Michel-Chef-Chef le 20 juillet. Nous serons à Bretignolles le 21 juillet. Nous serons également au Sable d'Olonne le 22 juillet en concert avec toute la Vendée. C'est localisé quand même. Hein. On a des amis là-bas. Vous connaissez Saint-Michel-Chef-Chef? Oui, j'aime bien. Il y a également, parce qu'il y a un autre ville comme ça que j'aime bien lorsque l'été, je regarde, vous savez, les journaux locaux, Presse Océan ou Ouest France. Et il y a une autre ville, et je l'oublie, qui me fait toujours rire. Enfin bon. C'est une belle anecdote. C'est intéressant. À Saint-Michel-Chef-Chef, à Princio. Bon, il est 12h17. Quelle séquence. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Prévost de 11h. Je me suis pris là. Ah non, mais 40 ans de carrière. À tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.